Donc ici j'ai fait ce qu'on appelle une marguerite. Donc une marguerite, c'est je prends un mot, je le mets au centre et de là il va nous sortir plein d'éléments. Donc les dangers, ça nous concerne nous personnellement. Pardon, ouais, ça nous touche nous et ça touche les autres aussi. Donc moi il est sorti quatre grandes familles. Donc je les ai distinguées en famille et en couleur. Donc j'ai du jaune, c'est du comportement. Comportement, c'est le nôtre ou les autres, d'accord. Donc distance de sécurité faible, hein, c'est du comportement. Si vous avez des distances de sécurité faibles, vous pouvez vous attendre à avoir un accident assez rapidement. Il suffit que la personne devant freine, vous n'avez pas le temps de freiner, le temps que ça monte au cerveau, poum, vous êtes déjà dans le coffre. Absence de contrôle, vous faites pas de contrôle, c'est horrible, surtout si vous roulez sur Paris, si vous contrôlez nulle part jamais, c'est horrible. Vous allez avoir un accident tout le temps. Les priorités, donc c'est du comportement. Gêne de la visibilité par un obstacle fixe ou mobile. Ça arrive souvent aux intersections. Je vous montrerai. Peut-être je vais l'insérer dedans. Une vidéo. On arrive sur une intersection. Il y a un camion qui bloque la visibilité sur la gauche. Le gars à sa droite démarre avant le camion. Donc ça veut dire qu'il ne voit pas ce qui se passe derrière le camion. Et au moment où il passe le camion, le gars il a grillé le feu sur la gauche et il lui rentre dedans. Donc ça c'est le gars, il est en voiture. Mais vous êtes en moto, je ne vous cache pas que vous allez sérieusement faire un sacré vol plané. Et bien sûr, la nuit, la visibilité faible, enfin, pour donc déjà d'avoir des équipements de sécurité, moins un petit peu rétro-réfléchissants, voire un peu clairs, et surtout un éclairage suffisant. Ça vous permettra déjà de vous en sortir mieux. Ensuite, la sécurité, donc je l'ai mis en orange. Donc ça comporte l'équipement inadapté ou absence d'équipement. Donc là, j'ai assez insisté sur la vidéo sur l'équipement. Je ne vais pas revenir dessus. Et véhicule en mauvais état, du vôtre ou des autres. Bon, le vôtre, l'idée, c'est que vous avez quand même déjà deux roues sur le sol, donc c'est déjà d'avoir des pneus en bon état, des freins en bon état, enfin, le maximum de choses en bon état, maximiser le nombre d'éléments vous permettant de rester en sécurité, donc en vie, le plus longtemps possible. Et aussi, vous allez croiser des véhicules qui, eux, on se demande comment ils font pour passer le contrôle technique. Bon, ça, je ne suis pas à l'état. Mais vous allez rencontrer des pas en bon état. Attention à eux et les éviter le maximum. Ensuite, vous avez la surcharge en rouge. La surcharge, c'est votre cerveau. C'est le temps de réaction. C'est le temps que votre cerveau va mettre à analyser chaque élément. Donc, quand il n'y a qu'un seul élément à analyser, c'est facile. Mais plus vous allez rajouter d'éléments, plus ça va être difficile d'analyser. Alors quand vous avez de l'expérience, vous avez peut-être des capacités un peu plus importantes, quand vous n'en avez pas du tout, genre le gars qui roule, que expérience ou pas expérience, hein. Le gars qui roule avec GPS, musique, téléphone, en même temps le gars qui lui parle derrière, et en même temps, je sais pas, il est en train de faire autre chose, des mots croisés, parce que ça je l'ai vu aussi sur la route, vous êtes sûr que lui, c'est le sapin assuré. Peut-être qu'il lui va s'en sortir, parce que c'est vous, en le voyant faire cette dinguerie, qui allait assurer sa sécurité. Mais il suffit qu'il rencontre le même gars que lui, le gars qui fait les mêmes conneries, ils sont deux sur la route, ben, ils vont réussir à avoir un accident quand même tous les deux. Alors, attention à la surcharge. Et bien sûr, le petit dernier, les inattentions, bon ça arrive absolument à tout le monde, c'est des choses qu'on peut... soit c'est de l'inattention, soit c'est des choses qui arrivent vraiment à la dernière minute. Je sais pas moi, je tourne dans une rue, j'arrive sur une plaque d'égout qui est glissante, je peux pas le savoir avant de rentrer dans la rue, donc j'aurais quand même adapté ma vitesse, mais malgré tout, bah, je vais quand même glisser. Un marquage au sol qui est un peu glissant, donc les marquages, hein, en général, c'est glissant. Évitez de rouler dessus, en ligne droite, ça passe encore, sauf si vous freinez. Alors quand vous tournez, à proscrire, comme la plaque d'égout, les trous, je vous ai expliqué, il peut y avoir un trou en dessous, les flaques, les feuilles, enfin les feuilles mortes. Quand on arrive là dans la saison, on est en plein hiver, enfin on arrive sur l'hiver, les feuilles sont bien tombées, elles sont un peu collées au sol, ça moisit et ça glisse, c'est assez balèze. Donc attention à ça. Donc tous ces éléments-là vont faire que ça va avoir des conséquences, logiquement. La conséquence de tous ces éléments-là pour une voiture ou pour une moto, hein, ça va être l'accident. Sauf que pour la moto, il va falloir donc prendre en compte, c'est qu'on n'a donc pas de carrosserie. Donc ça veut dire que obligatoirement, en cas de chute, ce sera matériel, donc la moto va se casser, et corporel, donc le corps aussi va se casser. Donc si vous avez de la chance, vous allez casser une petite bricole sur la moto ou rien, vous allez faire une petite rayure, ouais, vous allez quand même peut-être avoir un peu mal, donc le premier truc que vous allez penser à faire quand vous allez tomber à faible allure, c'est mettre la main par terre, donc l'idée c'est d'avoir des gants de qualité, déjà. Donc obligatoirement, vous allez peut-être vous faire un petit peu mal à l'intérieur de la paume, voire au poignet, c'est souvent là que ça lâche, le coude, l'épaule. Ça va dans ce sens-là. Donc les petites chutes, c'est pas encore trop grave. Quand on va avoir une chute un peu plus importante, donc
toujours la chute supérieure. Ce qu'on va rencontrer, c'est peut-être les pompiers. Les pompiers, la moto sera en moins bon état, et puis le bonhomme dessus ou la madame dessus, bah, pareil. Parce que là, on va commencer aussi, ça va être les SAMU. Donc SAMU, on commence à se dire que c'est un peu plus grave. Et ensuite, on va avoir, ce qu'il faut, les conséquences de tout ça, c'est aussi les handicaps. Donc, si on a de la chance, on a un handicap qui est assez faible et qui ne va pas durer éternellement, mais pendant un temps, c'est-à-dire que ça va peut-être, à la reprise du travail, nous handicaper un peu dans notre vie déjà de tous les jours et au travail. Et à force de rééducation, ça va finir par s'enlever et ce sera super et tant mieux pour vous. Et en plus, ça vous aura appris quelque chose dans la vie. Et par contre, on pourra aussi malheureusement avoir un handicap à vie. Alors, handicap à vie, c'est une séquelle à vie. Je sais pas, vous êtes tombé, vous êtes cassé une vertèbre, pas de chance. C'est horrible hein, ce que je dis, mais vous avez fini dans un fauteuil ou voire vous êtes fait couper une jambe, voire les deux. Enfin, séquelle à vie. Ça, séquelle à vie, c'est horrible. Donc pensez toujours quand vous faites de la moto que ça peut arriver. Même sur une chute à 2 à l'heure, ça peut arriver. Vous faites une mauvaise chute, vous tapez votre tête sur le trottoir, le coup il part pas dans le bon sens et ça peut, c'est horrible mais ça peut arriver. Et bien sûr, quand on fait vraiment pas attention, quand on est complètement inconscient ou quand on est complètement conscient, ça peut aussi arriver et qu'on est complètement en éveil, mais ça peut aussi malheureusement arriver dans ce cas-là qu'on arrive au cimetière. Au cimetière, crémation, c'est vous qui voyez, selon votre religion ou selon votre non-religion, comme beaucoup, comme moi en tout cas. Bon, voilà. Donc, vous êtes responsable de vos actes. Clairement, vous êtes responsable de vos actes. Maintenant, ça arrive aussi, bah, que ça arrive alors que vous avez tout fait pour que ça n'arrive pas et bah, c'est arrivé. Maintenant, c'est moins fréquent, je dirais, dans ce sens-là, que quand vous pensez être complètement maître de vous-même et vous, en fait, vous êtes au-dessus de vos limites, au-dessus de vos pompes et là, vous avez un accident et ces accidents-là, souvent là, ils font mal. Alors, c'est souvent ces accidents en plus, c'est horrible, mais ils arrivent pas quand vous êtes seul. Ils arrivent quand vous êtes en plusieurs. L'effet de groupe. L'effet de groupe, c'est pour moi, à moins de rouler avec des gens qui vous roulez tout le temps avec la même chose, c'est super encadré tout ça, et malgré tout, il arrive qu'il y a quand même des chutes, mais elles sont plus encadrées. Quand vous roulez avec des gens que vous ne connaissez pas, ou alors des bons potes, avec qui vous roulez de temps en temps, vous allez faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc attention à l'effet de groupe. L'effet de groupe et l'excès de confiance. Voilà. Donc là, j'ai détaillé le panneau de la priorité à droite. Et en fait, pourquoi je le détaille? Parce que donc, moi, je parle pour nous qui roulons en région parisienne. En région parisienne, il se passe que le panneau de priorité à droite dans Paris n'existe pas. Il est inexistant. Je ne l'ai jamais vu. Donc, quand on le sait, c'est déjà plus facile d'appréhender les priorités à droite quand on rentre dans Paris. Mais je prends l'exemple par exemple, on va faire les deux exemples, du banlieusard qui arrive dans Paris, qui est habitué, lui, quand il est en banlieue, à voir le panneau de la priorité à droite. Donc il sait que normalement, à la prochaine intersection, s'il y a un véhicule à sa droite, il est prioritaire, il devra le laisser passer. Donc il se trouve que dans Paris, il n'existe pas ce panneau. Donc pour interpréter les priorités à droite dans Paris, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il y en a, ils essayent de ralentir encore la circulation, que ça aille moins vite, qu'on ait vraiment le temps de voir les choses. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais de cours de circulation, d'examen de circulation dans Paris. Ça n'arrive pas, c'est trop compliqué à cause de ça. Je prends l'exemple inverse, je prends le Parisien qui roule toujours dans Paris, toujours dans Paris, et qui arrive en banlieue. Et ben, quand il arrive nez à nez avec ce panneau-là, pour lui, ça ne lui parle pas, ça ne lui dit rien. Donc soit il a l'habitude d'interpréter correctement les priorités à droite, parce qu'il a pris l'habitude sur Paris, et à ce moment-là, aucun souci, soit il s'en fout complètement, pour lui il est prioritaire partout, il va bombarder, et vous allez vous faire surprendre. Alors attention à ce petit détail. Ensuite, on va interpréter l'autre élément qu'il y a sur Paris, et uniquement Paris, et l'autre, donc giratoire. Donc le rond-point, c'est uniquement Paris. Enfin, il y en a partout, mais surtout dans Paris. Paris, il n'y a pas de giratoire. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de giratoire, par contre, des ronds-points, il y en a partout. Donc le rond-point, c'est quoi? C'est quand je rentre dans le rond, je suis prioritaire, puisque j'arrive à la droite des gens qui sont dans le rond. Par contre, une fois que je suis dans le rond, là, je ne suis plus du tout prioritaire. Les gens qui sont prioritaires, c'est tous les gens qui arrivent à ma droite. Donc souvent, dans le rond, il peut y avoir des marquages au sol de céder le passage. Ça veut dire qu'il faut que je m'arrête si jamais j'ai un véhicule qui arrive à ma droite. S'il n'y a personne, j'y vais, bien sûr. Hein, on est d'accord avec ça. Donc ce que je peux avoir, c'est soit sans feu, soit avec feu. Plus facile quand il y a des feux. Attention à ne pas vous faire piéger à certains endroits. Je vous montrerai. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus sur Paris. Et on verra qu'il y a des endroits qui sont un peu piégeux.
Et après, on a le giratoire. Donc, le giratoire, c'est tout ce qui est banlieue, province, tout ailleurs que Paris. Donc, c'est très différent dans le sens où on annonce au préalable, largement avant. Donc, si c'est en ville, c'est une cinquantaine de mètres avant le giratoire qu'on va tomber dessus. Donc, avec le panneau triangulaire avec les flèches. Ensuite, arriver à l'intersection. Donc, ça reste une intersection. Hein. Donc, au sol, c'est pas dur, j'ai cédé le passage. Donc, il y a les anciens marquages, c'est un trait blanc avec des carrés derrière, et les nouveaux marquages, c'est que des carrés, comme je l'ai fait ici. Donc, ça veut dire que là, j'ai les pointillés au sol, il faut que je m'arrête, et sur le côté, j'ai le triangle inversé qui m'annonce que c'est un cédé le passage. Donc, c'est facile finalement de les repérer. Donc là, je ne suis pas prioritaire en entrée. Le gars qui est prioritaire, c'est la personne qui est dans le rond, qui tourne bien sûr dans le sens anti-horaire, qui passe devant moi. Lui, il est prioritaire. Une fois que lui est passé, je peux m'engager. Et j'en parle pourquoi? Parce que, comme pour la priorité à 3 de tout à l'heure, si je prends un pur parisien qui voit que des ronds-points chez lui et qui arrive en banlieue avec un giratoire, bah lui, qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver sur le giratoire, s'il ne fait pas vraiment attention, s'il n'est pas un peu dans la lune ou ça le perturbe, il va arriver et il va rentrer comme s'il était sur un rond-point prioritaire. Et donc, obligatoirement, puisque la personne qui est en banlieue, qui a l'habitude du giratoire, bah, il va y avoir un accident juste à l'intersection, là, au moment où ils vont se rentrer dedans. Et inversement, le banlieusard qui lui est habitué au giratoire, qui va arriver sur Paris où il n'y a que des ronds-points, qu'est-ce qui va se passer? Pour lui, s'il n'est pas vraiment attentif, lui, il sait qu'en entrée, bah, il doit normalement pas rentrer quand c'est un giratoire. Par habitude, il va faire quoi? Il va donc s'arrêter à l'entrée du rond. C'est pas grave en soi s'il n'y a personne derrière, mais s'il a derrière, il y a quelqu'un qui est habitué à ce rond-point et qui, pour lui, il sait qu'il est prioritaire, et bien au lieu de freiner pour s'arrêter correctement derrière le gars, parce que de toute façon le gars est arrêté, bah, il va lui rentrer dedans. Donc quand on est en voiture, c'est embêtant, mais quand on est en moto, c'est sûr que déjà on va. Soit on n'a pas de chance. Dans les deux cas, on n'a pas de chance parce qu'on va tomber, on va se faire mal. Mais le endroit où on n'a vraiment pas de chance, c'est le gars il nous tape, il nous propulse dans le giratoire, le gars qui arrive à notre gauche, bah, lui, il n'a pas le temps de s'arrêter, il nous roule dessus. Voilà. Donc on fait attention à ces détails. Rond-point et giratoire. Attention aux panneaux et au marquage. Donc là, on va voir rapidement les règles à appliquer pour rester en vie. Donc celles-ci, elles sont vraiment méga super importantes à prendre en compte vraiment. Donc on va voir en premier, on va voir les contrôles. Les contrôles, c'est la base de la base. C'est ce qui va nous permettre d'envisager tout l'environnement autour de nous, tout le temps, en permanence. Donc les contrôles, il y en a plusieurs. Il y a la vision directe, donc directement avec vos yeux, sans avoir à utiliser les rétroviseurs, et la vision indirecte, donc les rétroviseurs. Et le petit dernier élément qui est souvent négligé, beaucoup en deux roues, en voiture, j'en parle même pas, c'est les angles morts. Les angles morts, c'est la base, c'est super important, c'est primordial. Vos angles morts, c'est, je le répète encore une fois, primordial. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les rétroviseurs, ça vous permet de voir loin derrière vous. Loin derrière vous, pas juste à côté de votre véhicule. Ce qui vous permet de voir juste à côté de votre véhicule, c'est les angles morts. Donc ce qui se passe dans les angles morts, c'est-à-dire tout ce que vous ne voyez pas dans les rétroviseurs. C'est les angles morts. Donc, dans le contrôle de base, c'est moins dangereux un véhicule qui est loin qu'un véhicule qui est proche. Le seul moyen de voir le véhicule proche, c'est les angles morts. Donc les angles morts, je vous montre un petit peu la gestuelle. La gestuelle, c'est pas juste je regarde sur le côté. L'idée, c'est de voir ce qui se passe derrière moi, quasiment ce qui se passe à la hauteur de mon feu arrière, un petit peu plus loin encore, même ce sera encore mieux. Donc c'est pas par terre, c'est à hauteur d'homme. Ce qu'on cherche à voir, c'est le véhicule, voire même le monsieur ou la madame qui a dans le véhicule. Donc il ne faut pas hésiter à bien tourner la tête, donc menton au-dessus de l'épaule, et d'aller chercher le reste avec les yeux, loin derrière sur le côté. Et non plus que ce soit pas éternel. Un contrôle bien fait, rétroviseur angle mort, ça doit durer moins d'une seconde. Donc c'est rétro angle mort, c'est bon, là on sait qu'il y a personne ou loin, ou un véhicule qui est loin, et juste à côté de vous, il n'y a personne, et seulement à ce moment-là, vous pouvez faire votre action de dépasser, de tourner, ce que vous voulez. Voilà. Donc les angles morts, c'est la base. Donc vos clignotants, c'est le seul moyen de communiquer avec les autres. D'accord? Donc c'est à pas négliger du tout. Donc à l'instar de la voiture, on met le clignotant, une fois qu'on a tourné et qu'on ramène nos volants dans l'autre sens, le clignotant s'arrête. Ça ne marche pas en moto, ou très rarement, sur certains véhicules.
En règle générale, il faut penser à éteindre le clignotant. Donc on pense à mettre le clignotant, tourner. Une fois qu'on a tourné, on éteint le clignotant. Sinon, on donne de mauvaises informations aux gens si on continue à le garder allumé, qu'on roule pendant, je sais pas moi, 1 kilomètre comme ça avec le clignotant qui s'allume sur le côté. Les gens vont finir par dire mais qu'est-ce qu'il veut le monsieur? Et puis finalement, ils vont passer, ou le monsieur ou la madame d'ailleurs, ils vont passer et ça va peut-être vous surprendre. Pensez juste à les éteindre, c'est important. Bien sûr, le respect du code de la route, soyez au plus proche du respect du code de la route. Vous ne serez jamais parfait, il y aura toujours un endroit où vous ferez une petite dinguerie. L'idée, c'est de rester aux alentours du respect. D'accord? Là, je parle pour les gens qui ont déjà le permis. Pour les gens qui passent le permis, clairement, c'est respect intégral du code de la route, parce que sinon, si vous ne respectez pas le code de la route comme il faut, si c'est des petites erreurs, vous allez vous faire enlever des points. Si c'est des grosses erreurs, vous allez vous faire ajourner. Donc, attention à ça. Une fois que vous êtes sorti, c'est de dire, bon voilà, je serai jamais parfait parce qu'il y a des jours où je serai bien, il y a des jours où je serai moins bien, il y a des jours où il fera beau, il y a des jours pas, enfin voilà, il y aura plein de petits trucs qui font que, de toute façon, il y a un moment dans la journée, quand sur la moto, vous allez faire une dinguerie. L'idée, c'est que ce soit pas trop une grosse dinguerie, une petite quoi, genre une petite accélération un peu plus franche que d'habitude, un freinage peut-être un petit peu plus violent, allez, que d'habitude. Allez, je me fais un tout petit peu plaisir, il y a un endroit, c'est sympa, ça tourne, allez, je vais un tout petit peu plus vite et puis je m'amuse un peu, mais dans des endroits bien sûr où il n'y a pas de danger que pour vous-même, en réalité, que pour vous-même. Ok. Connaissance de ses capacités et de celles de son véhicule, c'est super important, dans le sens où nous on se connaît, mais des fois on connaît mal notre véhicule, donc bien apprendre avant de l'exploiter comme il faut, à s'entraîner. N'hésitez pas à aller sur les parkings le dimanche en banlieue, moi je l'ai beaucoup pratiqué. On prend la moto, puis on s'entraîne un petit peu, on fait un peu de lent, un petit peu on peut faire même des évitements, on s'entraîne un petit peu. Déjà, ça c'est bien. Connaissance de soi bien sûr, parce que on aura toujours, donc ce qu'on parle beaucoup dans le permis moto, c'est attention à l'excès de confiance. L'excès de confiance, c'est mortel. On se dit ouais c'est bon, je suis prêt, j'ai fait 2000 bornes avec ma moto, je peux l'envoyer. Non, c'est faux. Une moto, pour l'exploiter correctement, il faut au moins 10 000 bornes. Au moins. À 10 000 bornes, vous avez le temps de les faire, hein, je vous le dis tout de suite. Donc on n'exploite pas sa moto n'importe comment, dans n'importe quelle condition. On apprend. On continue à apprendre. Donc quand on sort du permis, on ne sait pas rouler. Hein. On continue à exploiter et on continue à apprendre. Quand on n'a pas fait de moto depuis très longtemps, eh bien, on réapprend. Et on essaie de réapprendre bien. Donc on ne fait pas de dinguerie dès le début. Et pour ceux qui ont de l'expérience comme moi, eh bien on continue à s'entraîner. Moi je continue à m'entraîner tout le temps. Voilà, comme ça j'essaie de rester au top. J'essaye. Je ne dis pas que je le suis, mais j'essaie de rester au top. Alors, donc l'expérience, la séance d'expérience, donc ça fait partie de ce que je viens de dire juste un tout petit peu plus haut. Et ça va aller avec la connaissance de soi, son état psychologique et son état physique. Donc c'est en relation. Donc il y a des jours où on va être bien, mais on va peut-être être mentalement un peu, enfin, début de dépression, ou alors un peu malade, enfin, attention à ça, parce que ça, l'idée c'est que psychologiquement et physiquement on soit au top, pour être au top sur la moto, puisque ça demande beaucoup plus d'investissement de soi que d'être dans une voiture. On n'a pas de protection, on n'a rien en cas de chute, quoi que ce soit, on va se faire mal. Alors déjà, si on est fatigué et qu'on tombe là, c'est sûr qu'on va se faire super mal, même si on est équipé correctement, on va se faire quand même plus mal. Si on est top physiquement, on va être plus éveillé, et obligatoirement, il y a des choses qu'on fera plus rapidement et qui nous sauveront la vie, qui nous sauveront vraiment la mise. Donc attention à ce petit détail-là. Alors bien se rendre compte, là je l'ai marqué en gros, hein, on n'est pas en voiture, c'est bête, hein, mais c'est faut quand même le dire, voyons qu'il n'y a aucune carrosserie qui va vous protéger en cas de chute. Donc attention à bien déjà être équipé, voilà, et surtout bien sûr d'éviter de faire toutes les dingueries qui vont vous conduire à l'accident. Donc je précise en dessous, assurer la sécurité pour soi et pour les autres, parce que souvent les gens, vous allez les voir sur la route, vous allez voir ça énormément, les gens qui changent de voie, ils regardent juste leur rétro. Donc qu'est-ce que je vous ai dit sur le rétro il y a 2 secondes, ça marche pareil dans la voiture, hein, exactement la même chose. Le rétro il permet de voir loin de soi, mais pas à côté de soi. Ce qui fait que maintenant ce qu'ils vont rajouter sur certains véhicules, c'est le petit capteur angle mort. C'est-à-dire que ça s'allume sur le côté, là ça veut dire, ah merde, il y a quelqu'un à côté de nous. Mais attention, parce que quand on roule dans les grandes villes comme nous, quand on fait de l'interfile, qu'est-ce qui se passe quand on passe à côté des véhicules? Il s'allume. Et à force de le voir, ce petit machin qui s'allume, les gens ils disent, ils y font plus attention. Et après, quand ils en ont réellement besoin, là, pas de bol, vous étiez juste là, ils tournent et pif, ils vous emmènent avec eux. Donc,
avant de passer, avant de faire des choses, bien penser à regarder. Alors, on peut essayer de voir à travers le véhicule déjà ce que font les gens dans leur voiture, s'ils sont attentifs à la route, s'ils sont pas au portable ou quoi que ce soit. Si on un peu éveillés, c'est-à-dire si on les voit un petit peu tourner la tête et de ne pas hésiter quand on passe pas trop vite à côté des véhicules, de regarder dans les rétros. Les rétros, donc latéraux des véhicules, si on arrive à voir leur visage et leurs yeux, ça aussi ça arrive. Et quand on roule à côté de quelqu'un, ne pas rouler juste à côté de lui. Si on doit rouler surtout pas dans l'angle mort, mais rouler de telle manière à, quand vous roulez, vous êtes comme ça là, vous êtes là, ici, il y a la voiture sur le côté. Ici, essayez de rouler en disant, il faut que je vois absolument la tête du gars dans son rétro sur le côté là, le latéral. Parce que si moi je le vois, ça veut dire que lui, quand il va regarder dedans, il va me voir aussi. Donc, cherchez les yeux, tout le temps. Alors, ah oui, bien sûr, ne pas se laisser distraire par tout ce qui est musique, téléphone, GPS, tout ça. Alors, musique, maintenant ils font des kits, voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille pour tous ces éléments-là, notamment téléphone, surtout GPS, parce que GPS, ça attire l'œil. On aura tendance à vouloir le mettre sur le guidon et à le regarder. Faux. Erreur absolue. Ça, on s'empêche ça. Déjà, on va utiliser une seule oreillette. Si on doit utiliser, moi je vous dis, je vous le déconseille, moi j'utilise rien. Voilà, quand j'ai un long trajet à faire, eh bien, la veille, je l'ai noté, je l'ai collé sur mon réservoir. Si j'ai un doute, je m'arrête, je regarde. Si j'ai encore un doute, bah, je demande aux gens, je gagne du temps, ou alors j'ai une carte. Mais j'ai pas de GPS, jamais. J'en ai eu une fois, et de toute façon il est mort, et j'aime pas ça. Téléphone. Vous ne me verrez jamais téléphoner ni en voiture ni en moto, ça n'arrivera jamais. J'ai horreur de ça, je trouve que c'est super dangereux parce que la personne qui est au bout du fil ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Et je sais pas, il y a peut-être une période, un truc d'urgence, et la personne va continuer à parler alors que vous êtes en train de vous dire mais tais-toi, là c'est pas le moment de parler. Donc ça, je l'évite. Et la musique, bah, c'est un peu le même principe. C'est même si ça peut permettre aussi de se concentrer, des fois ça se permet tellement, on se concentre tellement plus sur la musique que sur la route que vous finissez par avoir quand même un accident. Donc, si jamais vous voulez quand même utiliser, vous voulez écouter de la musique, vous voulez pouvoir téléphoner ou utiliser un GPS, moi je vous conseille quoi? Kits, oreillette. Mais alors pas les deux, une seule. Vous avez une seule oreillette, l'oreille que vous voulez, et l'autre oreille, elle vous sert surtout à envisager ce qui se passe autour de vous. Parce que vos oreilles, c'est un élément important. On se rappelle, il n'y a pas d'habitacle. Donc on va tout entendre autour de nous. Donc le véhicule avec le moteur, la moto, tout, le klaxon, tout, on entend tout. Donc utilisez vos oreilles, vraiment c'est super important. Donc on a l'oreillette et le téléphone, il n'est pas en visu, il n'est pas fixé sur le guidon. Donc toutes les fixations là qu'ils font là sur le guidon, ça c'est peut-être génial, tout ce que vous voulez, mais le seul problème c'est que comme par exemple vous avez un GPS, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous êtes en train de regarder votre GPS, vous êtes aussi en train de rouler. Alors vous êtes en train d'essayer de vous repérer, mais devant ça freine. Et là, le temps que vous leviez vos yeux, c'est le sapin. Donc le téléphone, il est rangé dans le blouson, ou dans un sac, ce que vous voulez, et c'est monsieur ou la madame du GPS qui vous donne le trajet. Comme ça, vous avez vos yeux partout en attendant. Ok. Donc voilà. Donc là, ce que je précise, donc, on en vient donc à l'élément logique qui vient ensuite. Donc là, votre sécurité, elle passe par vos yeux, par vos oreilles, et là, ça vous fait rire, par votre nez. Oui, parce qu'en fait, votre nez, il vous sert aussi, puisque, on rappelle encore une fois, on n'a pas d'habitacle. Donc, toutes les odeurs, elles vont venir, notamment celle qui est importante à bien savoir détecter, c'est le gasoil. Le gasoil, ça pue, c'est une horreur, c'est une infection. Alors, il y a des gens qui adorent, moi je ne supporte pas l'odeur du gasoil, mais surtout l'avantage de le sentir, c'est qu'avant de tomber, on l'a senti. On se dit, oh là, ça sent le gasoil, on calme ses ardeurs, et souvent, notamment quand il pleut, on le voit, il ressort, et ça fait un motif arc-en-ciel sur le sol. Donc là, vous savez que là, c'est le patinoire, c'est le patinage artistique. Là, vous allez avoir les meilleures notes si vous tombez. Hein. Des 10 partout, même les Russes, si vous mettez des 10. Donc attention à ça, servez-vous de tout ça. Les yeux, les oreilles, pour ça qu'il ne faut pas avoir trop de choses dans les oreilles, et votre nez. Bon, après, vous pouvez avoir un rhume, hein, c'est pas grave, ça arrive aussi, mais ça rentre dans des éléments de sécurité. Donc votre tête, à vous, elle est en fait presque indépendante de votre corps. Votre corps, il a assimilé, votre cerveau a assimilé tout ce que vous deviez savoir faire donc, sur la moto pendant le plateau. Maintenant, votre tête, c'est une tour de contrôle. Elle est toujours en permanence en train de rechercher des informations qui vont permettre de circuler en sécurité tout le temps. Donc, par rapport aux infrastructures que vous allez croiser, par rapport aux gens que vous allez croiser, piétons ou autres, les véhicules, enfin tout. Et accessoirement les autres deux roues.
Parce que les autres deux roues, finalement, souvent, c'est presque les plus dangereux pour nous. Une voiture, au moins l'avantage c'est que c'est gros, on a le temps de l'avoir. Des fois le deux roues, on le voit à la dernière minute, il arrive, il déboule de nulle part, notamment les petits 50, les vélos, les trottinettes, dans pareil quand ça roule pas beaucoup. Les grosses motos, ça surprend. Bon, l'avantage c'est qu'ils font encore assez de bruit, donc on a le temps de les entendre. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les règles. Donc appliquer ces règles, c'est des règles importantes pour vous garder en vie. Et j'insiste bien sur cet élément-là. C'est pas juste vous garder en sécurité, c'est vous garder en vie. Soyez un vieux motard, pas un jeune motard con au cimetière. Ok? Salut!